Une ravissante immigrée russe disparaît en Californie. Qu'elle puisse partir comme ça, en abandonnant ses enfants, c'était inconcevable. Son ex-mari est l'un des principaux suspects. Hans se croyait plus malin que tout le monde, et que les policiers. L'a-t-il fait disparaître ou s'est-elle enfuie? J'en étais malade. Je me suis dit qu'elle avait peut-être monté une sorte d'arnaque. La vérité n'éclatera qu'à l'issue d'un procès tumultueux. En 1997, un informaticien surdoué de 39 ans se rend en Russie à Saint-Pétersbourg. Hans Reiser souhaite délocaliser l'activité programmation de son entreprise de logiciels californienne. Hans était brillant, mais dans des domaines limités. Je crois qu'il était incapable de vivre en société. Il était dépourvu de sens de l'humour. Il était bizarre. Ce prodige inadapté vient également en Russie pour y trouver l'amour. Il contacte une agence spécialisée dans ces fameuses épouses sur catalogue. C'est ainsi qu'en avril 1998, il rencontre Nina Sharanova, une pédiatre de 24 ans. Ceux qui l'avaient rencontrée étaient unanimes. C'était une femme dont on remarquait immédiatement la présence. C'était une femme menue, très jolie, avec une voix calme et un très beau rire. Je l'aimais énormément. Dans l'année qui suit, Nina tombe enceinte. Le couple se marie et déménage en Californie, à Oakland. Ils ont emménagé tous les deux ici. Ils paraissaient amoureux et épanouis. En 2003, le couple a désormais 2 enfants. Rory, 4 ans, et Nayo, 2 ans. Mais malgré les apparences, leur mariage bat de l'aile. Hans est devenu jaloux du don qu'avait Nina de se faire des amis et un réseau en dehors de lui. Hans voulait être son seul ami. Hans se rend toujours en Russie pour des séjours de plusieurs mois, ce que Nina supporte mal. Pendant l'une de ses absences, Nina noue une liaison avec le meilleur ami de Hans. Quand ce dernier l'apprend, leur couple s'effondre. Nina a demandé le divorce et a déménagé. Ils se sont déchirés à propos de tout. L'argent, les enfants, leur éducation, leurs soins médicaux. Ils n'étaient d'accord sur quasiment rien. Pendant presque 2 ans, ils se livrent un combat sans merci pour la garde des enfants. C'est surtout l'addiction de Hans pour les jeux vidéo qui est à l'origine de toute cette folie. Il y passait des heures. Ça ne gênait pas Nina, mais il voulait que Rory joue avec lui. Pour lui, un garçon devait devenir un guerrier, un héros. Et les jeunes Américains n'étaient que des trouillards. Hans incite également son fils à regarder des films de guerre violents. Rory se met à faire des cauchemars et à mouiller son lit. Nina pensait que beaucoup de ces jeux vidéo étaient trop violents pour les enfants. Hans pensait, lui, que les jeux vidéo violents développaient l'intelligence de son fils. Poussé par son complexe de supériorité, Hans rabaisse continuellement toutes les personnes qui participent à l'éducation de ses enfants. Enseignants, médecins, même le juge chargé de statuer sur la garde. Nina obtient donc la garde exclusive de Rory et de Nayo. Hans ne peut les voir qu'avec sa permission. À l'été 2006, Hans, dont l'entreprise périclite, doit retourner habiter chez sa mère. Sa vie paraît s'écrouler. Nina, quant à elle, débarrassée de son mari asocial, semble revivre. Elle a rencontré un autre homme. Elle était heureuse avec lui. Entre eux et leurs enfants respectifs, tout se passait au mieux. Ils partaient camper et passaient beaucoup de temps ensemble. Elle était pleine d'enthousiasme.
À la fin du mois d'août 2006, Hans supplie Nina de lui laisser les enfants pour le long week-end de la fête du travail. Elle accepte à contre-cœur et seulement pour une partie des 3 jours. Le dimanche 3 septembre, en se rendant chez Hans, Nina entre faire quelques achats dans cette supérette de Berkeley en Californie. Les caméras de surveillance la filment avec ses enfants vers 13h30. Elle ne réapparaîtra plus jamais publiquement. Une demi-heure plus tard, on perd toute trace d'elle. À ce moment-là, nous savions seulement que Nina s'était rendue au domicile de Hans et y avait déposé les enfants. On savait qu'il ne leur était rien arrivé, puisqu'ils étaient avec Hans. Ensuite, elle s'était volatilisée. 2 jours plus tard, Nina ne vient pas chercher ses enfants à l'école comme elle en a l'habitude. Une amie les raccompagne et prévient la police. Le service des personnes disparues fait immédiatement de l'affaire sa priorité absolue. Quand on veut disparaître, on ne fait pas de projet. On ne fait pas ses courses, on ne dépose pas ses enfants, on ne prévoit pas de déjeuner avec quelqu'un. On fait ses adieux et on disparaît. Ces projets rendaient cette disparition suspecte. Il était impensable qu'elle puisse disparaître après avoir laissé ses enfants sans savoir ce qui leur arriverait. Elle s'en serait débarrassée comme ça? C'était absurde. La police lance de vastes recherches à partir du lieu où Nina a été vue vivante pour la dernière fois, le domicile de Hans Reiser. La police a contacté Hans Reiser. Il a répondu « Voyez avec mon avocat, je n'ai rien à vous dire. » J'ai tout de suite pensé « C'est bizarre, j'espère qu'il ne s'agit pas d'un meurtre. » Malgré ses inquiétudes, Ryan Gill poursuit son enquête comme si Nina était toujours vivante et continue à la chercher. Je me suis demandé si elle n'avait pas simplement craqué. Elle n'arrivait peut-être plus à gérer tout ça et souhaitait prendre un peu de recul. Mais je savais que c'était impossible. Elle n'aurait jamais abandonné ses enfants. Jamais de la vie. Une semaine après la disparition de Nina, la police retrouve son monospace garé dans le quartier de Hans. On a trouvé des indices très intéressants. Elle avait acheté des provisions qui pourrissaient dans le coffre. On a aussi retrouvé son portable, dont la batterie était enlevée. Cette technique qu'on voit à la télévision sert à empêcher la police de faire des localisations par GPS. Les enquêteurs commencent à craindre le pire et s'intéressent aux personnes qui pourraient en vouloir à Nina. Son ex-mari figure en tête de liste. Les médias locaux se sont à présent emparés de cette affaire, mais Hans Reiser refuse toujours de collaborer. Pourquoi ne parlez-vous pas à la police? Hans se conduisait en parfait suspect. Il refusait de coopérer. On n'a pas intérêt à avoir l'air suspect quand on est suspecté d'homicide. L'inspecteur Gill, de plus en plus convaincu de l'implication de Hans, affecte une équipe à sa surveillance. Les policiers découvrent que Hans, curieusement, utilise la voiture de sa mère. Son propre véhicule, une Honda CRX, a disparu. Hans semble avoir remarqué qu'il est surveillé et utilise des techniques d'amateur pour semer les policiers. Mes hommes me racontaient qu'il entrait et sortait de l'autoroute plusieurs fois, traversait des quartiers résidentiels. Il est entré un jour dans un coffee shop, a commandé un café et fait semblant de lire un journal tout en observant la rue. Un peu comme un détective de film comique. Hans a complètement changé son mode de vie après la disparition de Nina. Et alors que tous ceux qui connaissaient et aimaient Nina, ainsi que les gens qui se préoccupaient simplement de son sort, tentaient de la retrouver, Hans n'a absolument rien fait. Pas un coup de téléphone, pas une recherche, rien pour retrouver la mère de ses enfants. Hans Reiser, dont le comportement est de plus en plus suspect, finit par mener les policiers vers une pièce à conviction essentielle.
Il nous a amenés à sa Honda qu'il avait cachée et que nous recherchions. Le siège passager avait disparu. Il ne restait plus que les boulons sur le plancher. Le tapis de sol était imbibé d'eau, comme si on l'avait passé au jet. Hans Reiser a tout fait pour nettoyer sa voiture, mais elle contient encore de nombreux objets personnels. On a retrouvé une housse de sac de couchage tachée de sang sur quelques centimètres carrés. Ryan Gill obtient un mandat pour comparer l'ADN de Hans avec ses taches de sang. 5 semaines après la disparition de Nina, les policiers arrêtent Hans Reiser. Cette arrestation m'a soulagée. Je n'ai pas hurlé de joie, mais j'ai senti qu'on faisait des progrès. Lors de la fouille au corps d'usage, les policiers sont stupéfaits. Il portait un sac banane qui contenait un passeport, environ 9 000 $ en liquide, et encore plus étonnant, son téléphone portable. La batterie avait été enlevée, comme sur celui de Nina. Si cette découverte laisse penser que Hans a l'intention de quitter le pays, elle ne prouve pas qu'il y ait eu meurtre. Hans refuse plus que jamais de coopérer et l'inspecteur Gill est contraint de le relâcher. Il se conduisait comme s'il était plus intelligent que nous tous. Il répondait à nos questions par d'autres questions. Il semblait indifférent à toute cette histoire. Les enquêteurs font le point sur les preuves dont ils disposent. Les 2 téléphones portables sans batterie et les 2 véhicules retrouvés dans le quartier de Hans. Ils détiennent aussi la housse tachée de sang. La comparaison des ADN montre qu'il s'agit du sang de Hans, mais d'autres analyses révèlent la présence du sang de Nina. C'est suffisant pour obtenir un mandat pour perquisitionner le domicile de Hans. Ryan Gill convoque une équipe d'experts médico-légaux qui passe la maison au peigne fin. La perquisition a duré 2 jours. On a trouvé une tache de sang sur une colonne dans l'entrée. Les analyses ont montré que c'était le sang de Nina Reiser. En l'absence de la principale pièce du puzzle, le corps de Nina qui prouverait sa mort, le procureur adjoint Paul Aura doit évaluer ses chances d'obtenir une condamnation pour meurtre. J'avais un gros souci. J'ai apporté un carton de déménagement rempli de documents que j'ai posé sur son bureau en lui disant « Vous devez faire condamner cet homme pour meurtre ». Nous avons alors échangé un regard qui en disait vraiment long. J'ai pensé dès le début qu'il était coupable. Mais le prouver était une autre histoire. Il m'a fallu près d'1 mois pour être certain d'avoir assez de preuves. C'est donc sur la base de preuves indirectes que Hans Reiser est mis en examen pour meurtre et Paul Aura prépare son procès. Il fallait répondre à 3 questions pour savoir s'il y avait eu meurtre et s'il était coupable. 1. Nina est-elle morte? 2. Si oui, Hans l'a-t-il tuée? 3. Était-ce un meurtre ou un homicide involontaire? Paul Aura a choisi comme premier témoin l'une des dernières personnes à avoir vu Nina vivante, son fils Rory. Mais les enfants sont repartis chez la mère de Nina. La mère de Nina était venue aux États-Unis et avait obtenu l'autorisation de repartir avec les enfants en Russie pour les vacances de Noël. Mais elle les avait gardés. Je l'ai supplié pendant des mois de laisser Rory rentrer pour témoigner. Pour moi, il était indispensable dans cette affaire que le jury entende et voie Rory. Le 7 novembre 2007, le procès pour meurtre d'Hans Reiser débute. Ryan Gill sait que prouver sa culpabilité sera une tâche colossale. J'avais la certitude que Hans avait assassiné Nina.
Mais on se demande toujours si le jury comprendra la dynamique de l'affaire, si elle n'est pas trop tarabiscotée. Et s'il y a trop de pièces à conviction, le jury ne risque-t-il pas de s'y perdre? Le juge interdit les caméras dans la salle d'audience, mais autorise un dessinateur à suivre le procès. Paul Aura expose sa théorie. Nina est morte. Puis l'avocat de Hans Reiser, William Dubois, affirme que Nina est toujours vivante. La tactique de la défense consistait à tirer avantage de l'absence de cadavre. Elle espérait que j'échouerais à prouver que, selon toute vraisemblance, Nina était morte. Et par conséquent, que je ne pourrais pas démontrer qu'il y avait eu homicide. William Dubois décrit Nina en femme légère et hypocrite qui n'a épousé Hans que pour obtenir la nationalité américaine. Selon lui, elle se trouve très probablement en Russie auprès de sa mère et de ses enfants. Il y avait bien sûr la possibilité, que je devais écarter, qu'elle en ait simplement eu assez et se soit enfuie. C'était l'une de mes pires craintes. J'avais intérêt à prouver que Nina n'était pas en Russie. J'espérais qu'elle était toujours vivante. Mais cela aurait voulu dire qu'elle avait monté un coup vraiment tordu contre Hans. Et ça n'avait aucun sens. Immédiatement après l'exposé des faits, l'accusation dévoile son témoin vedette, Rory, le fils de Nina et de Hans, âgé de 8 ans. Sa grand-mère a cédé aux instances de Paul Aura et l'a raccompagné aux États-Unis. C'est le premier témoin à venir à la barre. Son témoignage a été stupéfiant. Quand je l'ai vu la veille de sa déposition, il m'a tendu un dessin en me disant que ça représentait son père en train de descendre un sac dans l'escalier en pleine nuit. Il pensait que Nina se trouvait peut-être dans ce sac. Ça m'a d'abord paru un peu tiré par les cheveux. Mais quand il témoignait, il est passé devant la barre des témoins et s'est mis à quatre pattes. Puis s'est roulé en boule pour montrer comment il imaginait sa mère à l'intérieur de ce sac. Je lui ai demandé ce qui lui manquait chez sa maman. Il a répondu « tout ». Je ne l'ai pas vue depuis 1 an et demi, je ne sais pas où elle est, elle n'appelle pas pour mes anniversaires, elle n'est plus là. C'était un témoignage très marquant. Pendant 3 mois, Paul Aura expose son point de vue dans les moindres détails. Il présente de nombreux éléments qui laissent fortement à penser que Nina est morte. Son monospace, les courses en train de pourrir, les taches de sang chez Hans et dans sa voiture, et surtout le fait que personne n'a revu Nina depuis plus d'1 an. Il pointe au juré les mobiles puissants de Hans, son adoration pour Nina qui s'était transformée en haine, et son indignation après avoir perdu tout contrôle sur ses enfants. Aura appelle à la barre Shelley Gordon, l'avocate qui s'est occupée du divorce de Nina. J'ai témoigné pendant 2 jours et demi. Nina m'avait réexpédié de nombreux mails qu'elle recevait de Hans. Ils étaient pleins de haine et d'amertume envers Nina. Dans l'un de ces emails interminables, il la menace directement. Tu crois qu'il suffit de me sourire pour que j'oublie? Une colère lente à monter met du temps à redescendre, Nina. Nina avait obtenu la garde exclusive et Hans n'avait aucun droit. Il était exclu de toutes les décisions concernant la santé ou l'éducation de ses enfants. Ça le rendait dingue. Il a tué Nina car il pensait qu'elle allait gâcher l'éducation de Rory. Mais l'argument central de l'accusation, c'est le comportement extrêmement suspect de Hans. Après la disparition de Nina, il n'a cessé de se conduire en suspect idéal. Démarré en novembre 2007, le procès se poursuit en 2008. La défense, elle aussi, présente une montagne de pièces à conviction. Les avocats affirment que Nina détournait l'argent de l'entreprise de Hans, où elle travaillait à mi-temps comme comptable. Les témoins qu'ils citent laissent entendre que Nina montait les enfants contre leur père. La défense s'attache à dresser le portrait d'un génie de l'informatique socialement inadapté, mais incapable de tuer. Presque tous ses proches affirment que son comportement n'est dû qu'à son anticonformisme
et à son énorme complexe de supériorité. Comme pour leur donner raison et contre l'avis de ses avocats, Hans décide de se présenter à la barre. Tous les procureurs prient pour que l'accusé vienne témoigner. On a assez de preuves contre lui. Par conséquent, s'il témoigne, il sera obligé de mentir. Et s'il ment, tout le monde le verra. Si on ment, c'est qu'on doit être coupable. Sinon, pourquoi mentir? Persuadé qu'il saura convaincre le tribunal, Hans fournit une explication pour tout. Il aurait par exemple retiré le siège passager de sa voiture pour dormir plus confortablement. Il aurait tenté de déjouer la surveillance des policiers parce qu'il les croyait corrompus et prêts à tout pour le piéger. Le passeport et les 9 000 $ retrouvés sur lui sont pour lui des détails sans importance. Pendant ces 11 jours à la barre, il a creusé sa propre tombe. Hans se justifie dans un flot interminable et décousu. Il ne cesse de se contredire et finit même par s'excuser d'avoir insinué que les policiers étaient corrompus. C'était un témoin lamentable. Quand son avocat a eu fini de l'interroger, je savais qu'il était cuit. Il s'était mis la corde au cou, avant même ma première question. C'était à ce point. Presque 6 mois après le début du procès, le jury commence enfin ses délibérations. J'étais très tendu quand les délibérations ont commencé. Je ne voulais pas que Hans Reiser sorte de prison. Je voulais qu'il y passe le restant de ses jours. Le 28 avril 2008, après 3 jours de délibération, le jury autorise la présence des caméras pour l'énoncé du verdict. Dans cette affaire, nous, les jurés, déclarons que l'accusé Hans Reiser est coupable de meurtre avec préméditation. J'ai été très satisfaite. J'ai été surprise pour le meurtre avec préméditation. Je m'attendais à un homicide volontaire. Mais le jury a estimé qu'il y avait eu préméditation. J'ai ressenti des émotions très différentes. J'étais enthousiaste parce qu'on avait fait notre travail, mais triste aussi parce que Nina restait introuvable. Le meurtrier de Nina a été reconnu coupable. Mais sa famille ne pourra pas faire son deuil tant que son corps n'aura pas été retrouvé. Juste avant qu'on ne fixe la peine de Hans pour meurtre avec préméditation, je suis allé le voir en prison, le 4 juillet, en présence de son avocat, et on a conclu un marché. S'il me montrait le corps de Nina et renonçait à faire appel, j'acceptais, avec l'autorisation du tribunal, de réduire le verdict à un homicide volontaire. Il a accepté. Cet accord contraint également Hans à faire des aveux complets. Selon Hans, quand Nina est venue déposer les enfants, ils se sont disputés. Il m'a dit, Nina m'a regardé avec un sourire satisfait. Et je l'ai frappé. Je t'interdis de t'en aller! Puis il l'a tuée en l'étranglant. Je suis malade quand je pense à la terreur qu'elle a dû éprouver et aux enfants qui étaient dans la maison. C'est atroce. Le 7 juillet 2008, Hans Reiser conduit enfin Paul Ora et les policiers à l'endroit où se trouve le corps de Nina. Menotté à son avocat, il les guide à travers une forêt dense, non loin de sa maison de Oakland Hills. À cet endroit-là, on n'aurait jamais pu la retrouver. Hans nous a conduits à l'endroit où se trouvait Nina. Il a dit, elle est là. On a commencé à creuser, et à environ 1 mètre de profondeur, on a trouvé Nina. Elle était dans un sac, exactement comme Rory me l'avait décrit avec son dessin, quand il était revenu aux États-Unis pour témoigner.
Ça m'a fait froid dans le dos. Quand je l'ai vue au fond de ce trou, j'ai été dégoûté. Je ne pouvais pas y croire. L'affaire Hans Reiser était la première affaire de meurtre sur laquelle Ryan Gill enquêtait. Profondément marqué, il a préféré quitter la police d'Auckland peu de temps après pour exercer dans une ville plus petite et moins dangereuse. Je suis parti parce que ces disparitions sont extrêmement éprouvantes. Chaque disparition devient une nouvelle affaire Reiser. Et on est stressé dès que le téléphone sonne. Hans Reiser a été condamné à la prison à perpétuité pour homicide volontaire. Il ne pourra bénéficier d'une liberté conditionnelle qu'à partir de 2023. Il a tout foutu en l'air. Il aurait pu tout réussir, avoir la fortune, la réussite. Mais il a tout foutu en l'air et gâché beaucoup d'autres vies.